comment est-ce que tu fais pour prioriser? Tu sais comment vous faites ça aujourd'hui? Ouais, carrément. Alors déjà, avant même de prioriser, on essaye de pas tomber dans le piège de la course à la feature. C'est hyper important pour nous parce que un des pièges finalement d'avoir un outil tout en un pour les agents immobiliers, c'est d'avoir un outil trop complexe. Dès que tu as un use case, les gens qui sont dans ce use case là, ils le creusent super profondément, ils t'emmènent avec. Et du coup, il leur faut toujours un truc en plus qui est spécifique à leur use case. Et on s'est rendu compte il y a 8-9 mois, ensuite d'un coup, mais attendez les gars, là, on a un solve pour vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu 5 demandes en une journée de 5 features complètement différentes qui ne concernaient qu'un seul client, mais pour eux, c'était hyper important. Vendredi dernier, j'ai fait un post sur LinkedIn où j'ai dit trop bien, cher expert comptable, on a ces 3 nouveaux trucs de l'IA générative, je sais pas quoi. Je sais plus ce que c'était le deuxième, et le troisième c'était l'aide de mission. Et j'ai 60 experts comptables qui m'ont écrit je veux faire la bêta de la lettre de mission. Et quasiment rien pour les 2 autres, quoi. Là, c'est un signal fort, et c'est pas une feature de ouf, et juste Et ça, on est quand même assez loin de nos bases, tu vois. Bien sûr. Vous n'êtes pas d'accord, par exemple, sur une grosse fonctionnalité, typiquement, ou un gros problème à résoudre? Parlons même pas de fonctionnalité, parlons d'un problème. Est-ce qu'on doit y aller ou pas? Est-ce que c'est philosophie linéaire, philosophie compliant ou pas? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? C'est des dialogues et qu'est-ce qui tranche? C'est la guerre. Toujours à l'époque, et ravi de revenir un peu après à maintenant. Évidemment, il y a des choses qui ont changé, même si tu m'as dit que globalement, la façon de construire le produit n'a pas concrètement beaucoup évolué. La priorisation se faisait comment? Donc, j'entends que vous aviez des retours dans le Slack, c'était très actif. Tu parlais de plusieurs centaines de boîtes de même taille. Donc, en fait, tu as quand même une matière pour en faire des statistiques quasiment. Mais j'imagine que ce n'était pas quantitatif. Non. Il se passe quoi concrètement chez Linéaire à l'époque pour dire, bon, là-dessus, il faut qu'on y aille. On a quelques semaines de dev, on y va, go. Comment est-ce que vous décidez? En fait, et c'est là où on décide beaucoup en construisant. En fait, c'est que il y a des problèmes qu'on a mis 2 ans à résoudre, et il y a des problèmes qu'on n'a toujours pas résolus, par exemple, et qu'on a depuis le début de Linéaire. Donc, en fait, le truc, c'était plus de dire, OK, on a ce problème. Soit il y a un dev qui va déjà directement prototyper une solution, soit moi, je vais faire un design, et on va commencer à en discuter un petit peu en disant, OK, est-ce que ça résout vraiment le problème? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que c'est pas un truc qui est spécifique que à ce besoin-là? Et donc, en fait, tu te forges un peu aussi une expérience à construire des trucs rapidement, et que tu peux même envoyer à l'utilisateur en disant, bah tiens, tu avais besoin de ce truc-là, et si on fait ça, ça te plairait ou pas? Donc, en fait, c'est comme ça que tu apprends le mieux, quoi. Et ça, c'est un gros conseil design. Finalement, c'est beaucoup plus facile de designer à 10 que tout seul. Tu fais un design, ça crée une discussion. Ah, moi, j'aurais bien vu ça, comme ça, tu travailles le truc. Donc, en fait, on a beaucoup itéré. En visio, t'es en visio. En visio, ou même en relisant les trucs directement, en disant, voilà, tiens, ce bouton, ça. Des fois, tu as des idées, en fait, de users qui arrivent et tu te dis, non, mais c'est obvious qu'il faut faire ce truc. Et donc, tu te forges un peu une expérience en disant, OK, non, mais ça, c'est obvious que c'est une super idée. Tu l'as fait direct, tu réfléchis pas. Des fois, c'est des trucs plus compliqués en me disant, OK, là, il y a vraiment un problème profond. Qui n'a peut-être pas été résolu même au niveau général dans les softwares qui existent sur le marché. C'est peut-être un problème plus profond qui doit exister. Et là, tu repars un peu à by the book linéaire. Voilà, la philosophie de ça doit être un produit simple à comprendre. Il ne faut pas qu'il y ait une doc pour que le mec utilise le truc, que ça soit assez naturel, etc. Donc, est-ce que ta réponse, elle rentre dans ce truc-là aussi, quoi? Et quand vous n'êtes pas d'accord, par exemple, sur une grosse fonctionnalité, typiquement, ou un gros problème à résoudre, parlons même pas de fonctionnalité, parlons d'un problème. Est-ce qu'on doit y aller ou pas? Est-ce que c'est philosophie linéaire, philosophie compliant ou pas? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? C'est des dialogues et qu'est-ce qui tranche? C'est la guerre. Non, c'est des discussions de dingue. C'est des discussions de dingue pendant des semaines sur des trucs. Les founders sont dedans? Les founders sont à fond dedans. Ouais, c'est des discussions qui sont assez longues. Des fois, on a mis beaucoup de trucs à la poubelle. Et je pense que 90% de mon boulot, il part à la poubelle en tant que design. 90%? Oui, c'est sûr. Même plus, Wow. 95%. C'est tester, jusqu'à un peu avoir le wow effect que tout le monde recherche, quoi, en disant non mais là c'est sûr que c'est ça. Et des fois quand on est vraiment vraiment pas sûr, on le sort pas. Et après bien sûr le CEO Carré a toujours le dernier mot si vraiment il dit ok c'est bon là on arrête, on sort le truc ou pas. Mais il y a des trucs qu'on n'a jamais sortis et 2 ans après on se dit mais en fait c'est ce qu'il fallait faire et on le reconstruit de zéro avec une nouvelle expérience aussi. Mais
Un peu comme ta boîte qui ressemblait à Linear en fait un peu avant, où en fait tu mûris un peu toi aussi ta conviction. Tu vois des gens qui lancent Linear, qui se disent qu'en fait ils ont la bonne vision pour le faire, et toi tu es convaincu à ce moment-là quand tu rejoins Linear de le faire servir un peu au même, sauf que tu es en interne dans la boîte directement. C'est ça. Ouais. Mais moi j'ai toujours eu ce process-là avec le changelog, inspiré un peu par Sunrise à l'époque pour qui j'ai bossé chez MS, qui avait ce truc-là de aussi release changelog, ça vient un peu de chez eux je pense. Pareil, d'itérer à fond, et le support client est super important en fait. La plupart des réponses viennent des users en fait, tout simplement, mais savoir les utiliser, les intégrer au quotidien dans ton truc, c'est le plus important quoi. Et il y a beaucoup de gens qui font cette erreur de pas parler avec les utilisateurs en fait, et ça c'est le problème de base en fait. On a beau le répéter, c'est toujours très compliqué. C'est un truc de dingue. Tiens, une petite question, comment est-ce que tu fais pour prioriser? Là j'entends que c'est un produit tout en un. La grosse difficulté sur ce type de produit, c'est que dans la roadmap, tu as envie de mettre plein de choses. Est-ce qu'on va prioriser côté studio? Est-ce qu'on va prioriser côté les assets de distribution? Donc après le traitement de la post-prod de la vidéo, j'y arriverai. Est-ce que tu as envie de prioriser des sujets liés à la technologie de vidéo sur le montage? Tu sais comment vous faites ça aujourd'hui? Ouais, carrément. Alors déjà, avant même de prioriser, on essaye de pas tomber dans le piège de la course à la feature. C'est hyper important pour nous, parce que un des pièges finalement d'avoir un outil tout en un pour les agents immobiliers, c'est d'avoir un outil trop complexe. C'est quand même une cible qui a besoin de quelque chose de hyper simple, hyper intuitif et hyper rapide d'utilisation. Donc il faut faire vraiment attention à pas développer finalement trop de features compliquées, pour pas tomber finalement, avoir un peu l'effet inverse au final. Donc au-delà de prioriser, il y a un tri à faire. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on trouve super cool, que nous on adorait avoir, que 10% des utilisateurs adoraient avoir, mais qui finalement tout seul complexifient pas trop le produit. Mais si on fait la même chose pour les 5 trucs qui complexifient pas, chacun d'entre eux ne complexifie pas, mais les 5 ensemble complexifient le produit. Donc en fait, on doit vraiment faire des arbitrages, du tri sur qu'est-ce qu'on sort et qu'est-ce qu'on sort pas. Et c'est quoi la recette pour ça? Alors là, du coup, on avec l'UX designer et la PM, on a une vraie user recherche. Typiquement, pour donner un exemple, quand on fait des maquettes, on va venir les faire tester par nos utilisateurs. Donc c'est un peu la chance qu'on a, c'est que comme c'est un SaaS, finalement avec des paniers assez bas et des closings assez courts, des time to close assez courts, on va avoir beaucoup d'utilisateurs. Donc là, on est à peu près 4000 utilisateurs. Donc finalement, prendre des échantillons d'utilisateurs, avoir 50 utilisateurs qui testent sur une maquette ou des choses comme ça se fait assez bien en fait. C'est facile pour vous, C'est assez facile. C'est pénible pour beaucoup d'être en contact avec les clients ou utilisateurs. Ouais. Et pour nous, ça se fait assez bien parce qu'on a une quantité hyper importante d'utilisateurs, donc on peut aller en chercher. Cela dit, il faut que ça soit bien cadré parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, qui sont beaucoup en déplacement, mais on le fait quand même beaucoup et on en trouve assez facilement à chaque fois qu'on en a besoin. Ça, c'est pour les tests, c'est quand vous avez choisi déjà une fonctionnalité que vous la faites tester, mais en amont, pour vous décider si vous partez sur ça ou ça, comment ça se fait aujourd'hui? On fait des recherches utilisateurs, on fait des sondages. Il y a une vision quand même très claire qui a été posée au début. On regarde si ça rentre dans la vision de la société et puis la vision produit. Après, on fait les maquettes assez vite et on les teste. Mais ça peut nous arriver de faire des maquettes, de les tester et finalement d'abandonner des fonctionnalités parce que ça ne correspond pas à l'utilisation qu'on imaginait. Vous avez tué des bouts du produit ? Des choses que vous aviez développées et qu'en fait, vous vous dites que c'était pas nécessaire, que ça alourdit, que ça complexifie. Ouais, complètement. Ouais. Typiquement, pour donner un exemple très concret, on était parti à un moment sur une direction d'avoir un peu plus la main sur les templates. Donc aujourd'hui, on a un truc assez fort dans notre tech, c'est qu'on a ce qu'on appelle une adaptation automatique des contenus. Ça veut dire que quand un agent immobilier remplit des données, la vidéo va s'adapter automatiquement en fonction des données qu'il a mis. Typiquement, je fais une vidéo avis client. Si mon avis client fait 3 lignes, ma vidéo va faire 17 secondes. Et si mon avis client, au lieu de faire 3 lignes, fait 10 lignes, ma vidéo, au lieu de faire 17 secondes, elle va faire 25 secondes pour me laisser le temps de lire. Et de la même façon, la typo va s'adapter. La musique, si elle est courte, va se reboucler et le son va se normaliser. Donc en fait, nous, notre promesse, c'est de dire à l'agent immobilier, tu pousses ton contenu, tu pousses tes photos, tes vidéos, tes avis clients, ton texte, la description de ton bien, et le truc, il sort nickel.
le temps de lecture sera bon, les typos sera à la bonne taille, la musique sera toujours, le volume de la musique sera toujours bon, etc. Prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi. Et ça, c'est une proposition de valeur qui est hyper intéressante. Mais après, il y a des utilisateurs qui demandent, et nous aussi, dans la vidéo, on a envie de pouvoir, finalement, tiens, ce texte, j'aimerais pas qu'il soit en haut, j'aimerais qu'il soit en bas, avoir la main, en fait, sur certains trucs. Et donc, on était parti sur ce qu'on a appelé, nous, un mode avancé, qui permet à certains utilisateurs d'aller un peu plus loin dans le produit. Et finalement, c'est des choses sur lesquelles on revient un peu en arrière et qu'on ne pousse pas aussi fort que ce qu'on voudrait, même si nous, on trouve ça génial. Pourquoi ? Parce que finalement, ça répond seulement à 5% des utilisateurs les plus avancés et que ça vient complexifier le produit pour 90% des autres, quoi. Ok, donc tu as fait des déçus un petit peu, non ? Des gens qui utilisaient les 5%. Alors, forcément, c'est toujours un choix compliqué, mais on est obligé, quand on imagine finalement le produit de demain, de partir sur une utilisation globale et pas de penser aux extrêmes. Des deux côtés, d'ailleurs, des extrêmes les plus techniques et des extrêmes les moins techniques. Et puis c'est aussi dans la vision finalement du produit de garder quelque chose de simple et intuitif. Okay. Les agents immobiliers, c'est pas leur métier, la communication digitale. Même ceux qui maîtrisent, finalement la plupart, même ceux qui maîtrisent, veulent pas forcément avoir la main sur tout, veulent plutôt avoir quelque chose de rapide et de simple à utiliser. Et ceux qui veulent vraiment aller très loin dans le détail, on leur dit presque, il faut que tu prennes un logiciel de montage où tu auras 100% la main dessus, où tu vas passer 2 heures au lieu de faire ta vidéo, au lieu de 6 minutes avec notre outil. Mais par contre, tu auras la main sur les choses que tu demandes maintenant, quoi. Chacun fait sa demande un peu personnalisée. Toi, ton taf, ça va être de dire, attends, je peux pas tout faire, il faut que je priorise celles qui sont le plus demandées en commun, en fait, parmi tous les clients. C'est un peu l'objectif d'un SaaS. Et donc, le problème auquel tu fais face, c'est quoi ? C'est comment tu fais pour que chaque brique que tu construis, sur laquelle tu passes du temps, sur laquelle tu investis, soit autant adopté, c'est ça le sujet ? Ouais, c'est difficile sur le billing parce que c'est le genre de produit, c'est un peu comme le CRM ou ce que fait Pigment par exemple. Moi, je considère que c'est un arbre, c'est un saule pleureur. Donc en fait, t'as un bel arbre au milieu, t'as plein de branches et ensuite t'as plein de branches qui vont très très bas. Et tu vois, un saule pleureur, comment c'est fait, chaque bout de feuille est très très long. Et en fait, le billing, c'est pareil. C'est-à-dire que dès que t'as un use case, les gens qui sont dans ce use case-là, ils le creusent super profondément, ils t'emmènent avec. Et du coup, il leur faut toujours un truc en plus qui est spécifique à leur use case. Et on s'est rendu compte il y a 8-9 mois. Ensuite, d'un coup, attendez les gars, là, on a un saule pleureur vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu 5 demandes en une journée de 5 features complètement différentes qui ne concernaient qu'un seul client. Ouais. Mais pour eux, c'était hyper important. Et on s'est retrouvé un peu dans ce problème-là par hasard, mais à force de dire, OK, en fait, l'outil fait tout, tu peux le plier, tu peux le tordre dans tous les sens, il fonctionne toujours, l'API marche vachement bien, machin. En fait, effectivement, les gens se sont retrouvés dans des contextes où il n'y avait que eux qui pouvaient être parce qu'ils ont voulu trop mettre dans notre outil parce que notre outil proposait trop. Et en fait, c'est ce que j'ai compris maintenant. En fait, je dis non. Il y a un moment où les gens doivent construire par-dessus ton outil et c'est normal. S'ils ont un process qui est complexe, s'ils ont un système de configuration de devis qui est complexe, c'est pas Hyperline de se plier en 4 pour faire le tool. Ça ne marchera pas bien de toute façon. Ils auront toujours un truc qui leur manque. Donc du coup, l'enjeu qu'on a eu, c'était plutôt de changer la manière dont à la fois on communique et la manière dont on priorise la roadmap, de dire OK, on arrête d'étendre les feuilles. Là, c'est bon, on est au sol. Là, le saule pleureur, il peut pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Il faut faire autre chose, un autre type d'arbre. Tu vois, un palmier, un truc avec des feuilles un peu plus en l'air et qui restent en... Et donc ça a beaucoup changé. Mais ouais, moi, mon taf, c'est de filtrer le bruit. Et la facturation, c'est très important pour les gens. Donc ils ont peur, en fait. Tu vois, quand ça se passe pas bien, quand il y a un truc, ah ouais, mais là, sur ma facture, j'ai telle mention qui est pas affichée. C'est très stressant. Ah ouais. Et ils te mettent la pression. Ouais, faut que ça... Pourquoi ma facture, elle est partie trop tôt, j'ai pas eu le temps de la checker, j'avais mis un jour dans le... Enfin, tu vois. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a 2 choses. Tu l'as dit le mot, il y a priorisation, c'est-à-dire comment choisir les bonnes opportunités produits. Même si tu as un client qui te dit, et qui est un client d'ailleurs avec beaucoup de chiffre d'affaires, je sais pas, tu vas me dire, peut-être que ce gars-là en particulier, effectivement, il y a beaucoup de chiffre d'affaires chez lui, mais il est dangereux parce que vous allez passer du temps sur quelque chose, sur un module par exemple, que vous n'allez pas réutiliser chez d'autres clients. Et donc après, c'est trouver effectivement le module qui va être un peu le win pour plein de clients et qui va finalement être aussi en accord avec la vision que vous avez du produit. Donc ça, c'est le premier truc, c'est la priorisation. Le deuxième truc, c'est sur les modules que vous avez déjà construits et que vous êtes en train de construire, et il y en a plein, j'imagine, il y a un sujet d'adoption. Comment faire pour maximiser la connaissance, faire connaître ces modules existants auprès des clients qui viennent d'arriver ou qui sont historiquement clients d'Hyperline, mais qui n'ont pas encore utilisé ce module, quoi. Et donc ça fait accroître, j'imagine, chez vous du chiffre d'affaires, parce que vous êtes rémunéré aussi en fonction du volume de transactions, je suppose. Ouais. Donc il y a ces 2 problèmes-là. Tu veux attaquer lequel en premier ? En fait, les 2 sont liés. Okay, c'est intéressant, mais en fait, les 2 sont liés parce que je pense que les meilleures features à prioriser,
sont celles qui remontent naturellement d'un besoin d'expansion de tes clients. Un exemple que je te donne, c'est les devis. Au début, on n'avait pas les devis. On faisait pas ça. On s'est dit, en fait, c'est dans ton Salesforce, il y a HubSpot Quote, tu fais ce que tu veux avec ça. Il y a d'autres trucs, quoi. Et on a ça, à un moment, je sais pas pourquoi, il y a un client qui était gros à l'époque, je sais même plus qui c'est, qui nous a dit ouais, moi, si j'ai pas les devis, je pars. Un truc comme ça. Donc on a dit bon, on va prioriser les devis. Et le problème, c'est comme on a une équipe qui ship bien, parce que forcément, on vient de la tech, on connaissait déjà les devs, en fait, on sait qu'on peut shipper super vite les trucs, et donc on a un peu trop des fois dit ouais, t'inquiète, je te le fais ce week-end. On l'a fait, voilà. Et en fait, on a sorti les quotes, une version, un truc, aujourd'hui, j'ai honte. Tu peux nous expliquer ce que c'est que les quotes ? L'idée, c'est vraiment de se dire je suis sales, et je dois vendre un certain nombre de produits dans certaines conditions contractuelles. Donc, par exemple, je dois vendre tout de suite les frais d'implémentation. Ensuite, je vais faire payer 1 000 € par mois pendant 12 mois, puis 2 000 € par mois pendant 24 mois. Et l'idée de la quote, c'est d'avoir un document contractuel dans lequel il y a toutes ces informations qui sont listées, que j'envoie à mon client pour lui faire signer et qui ensuite va déclencher, si possible, une facturation automatisée, dans ce cas-là, des frais de migration. Okay. Et donc, ça inclut plein de choses, en fait. Il faut qu'il y ait plein de conditions affichées dessus, il faut qu'il y ait de la signature électronique, il faut que tu aies un catalogue produit sur lequel tu puisses customiser les prix, les coupons. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui sont liés à cette quote-là. Il faut que ce soit joli, parce que tu l'envoies à ton client. C'est le devis, finalement. Ouais, c'est le devis, mais alors, c'est la traduction, mais le système de quote, notamment dans le logiciel, il va vachement plus loin que juste envoyer un devis, tu vois. Parce que Stripe, ils ont une fonctionnalité de devis, mais personne ne l'utilise parce que ça envoie une facture avec écrit devis, quoi. Ça, c'est pas... Okay. Ça marche quand t'es plombier, ça marche pas du tout quand tu vends un logiciel, typiquement Pigment, ils peuvent pas faire ça, tu vois. Et aujourd'hui, la seule app qui fait ça, qui est hyper connue, c'est Salesforce CPQ, qui est un truc à 250 000 € par an qui marche pas du tout. Enfin bon, c'est l'enfer. Et donc oui, je disais qu'on a sorti ce truc-là, une version horrible avec le PDF qui marchait pas, enfin bref. Et tout le monde, mais quand je dis tout le monde, je sais pas, à l'époque on devait avoir 60 ou 80 clients, et tout le monde m'a dit, je leur ai envoyé un message, ouais, quand est-ce qu'on peut activer, j'ai besoin de la feature, machin, j'ai vu que vous aviez mis dans le changelog que vous aviez les quotes. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé à envoyer des devis Hyperline, mais avait pas prêt, quoi. Enfin, la signature marchait pas. À l'époque, c'était pas une vraie signature électronique. Le PDF s'ouvrait pas une fois sur deux. Enfin, tu vois, on avait vraiment sorti un truc pour juste dépanner un client et je me retrouvais à l'activer. Et en fait, moi, je pense que ces features-là, ça fait vachement de sens de les prioriser. Et tu demandais par lesquelles tu commences. La réalité, c'est que le mieux, c'est de faire les deux en même temps, en fait. C'est d'utiliser la manière dont tes clients existants veulent s'étendre et les features dont eux ont besoin pour, si possible, demain, créer une feature qui va te faire de l'acquisition et qui va être adoptée assez facilement. Donc aujourd'hui, on essaie beaucoup de réfléchir comme ça. On essaie de se dire, OK, des fois, on sort juste un menu. Ça m'arrive souvent de le faire. Faut pas le dire pour mes clients, mais je sors un menu avec un truc. Et tu vois, j'ajoute RevRec, Revenue Recognition, tu vois, c'est un truc finance. On va sortir ça et on va voir, en fait. Si personne me demande en 2 semaines, maintenant que j'ai eu l'exemple des devis, des intégrations CRM et autres, parce qu'il y a eu plein d'autres trucs qui ont fait ça comme ça, en fait, je sais maintenant que quand ça marche, quand il y a un truc où les gens en ont vraiment besoin, ils me pingent tout de suite pour me le demander. Donc c'est quoi ? C'est un fake door que tu fais ? Tu mets peu importe le terme, c'est un... Tu mets dans le menu ce que tu viens d'écrire. Contact Us, tu vois. Ouais, exactement. Ah, ok, Contact Us. Ouais, vraiment, on met des trucs en grisé, on met ça pour les intégrations, pour savoir lesquelles les gens veulent. Ouais. Si vous voulez une intégration avec Slack, par exemple, on met un Contact Us. Et en fait, tu vas dire, ouais, mais c'est un peu, tu trompes le client, parce que... Mais en fait, le client, la réalité, c'est qu'au bout du 5e Contact Us sur une semaine, la semaine d'après, on a fait l'intégration. Parce qu'en fait, on est hyper réactif. Vous allez vite, ouais. Mais moi, je me sers beaucoup de ça pour prioriser. Et plus tu as de volume d'action sur ton produit, plus tu as de power user, donc des gens qui vraiment l'utilisent, l'adorent. Il y a des gens qui connaissent mieux mon produit que moi, hein. Et c'est eux, en fait, qui vont venir te driver un peu ta roadmap. Ça paraît facile à dire comme ça, mais avant de l'avoir vu, le côté un peu, le succès est évident, sur la priorisation, c'est ça pour moi. Le succès, il est évident. Si tu balances un truc au milieu de ton produit et que personne t'en parle, voilà. De temps en temps, je dis des fois, il faut casser un truc aussi. Alors, jamais sur les workflows critiques, mais tu sais, sur un flow, je dis, en fait, tu sais quoi, fais que ça marche pas. On va voir. En fait, si personne se plaint, c'est que personne l'utilise. Tout le monde pour simplifier le produit. Je connais des boîtes partout, notamment, qui font ça. Ils font des revues mensuelles en disant comment simplifier le produit. Ils arrivent dans le produit, ils se disent qu'est-ce qu'on peut péter, ils pètent le truc et ils voient ce qui se passe, quoi. Moi, je suis un minimaliste. Tu vois, je te parlais en arrivant du fait que je vends tous les trucs de mon appartement sur le Bon Coin, mais je suis un minimaliste. C'est-à-dire, je veux le moins d'informations possible. C'est tellement difficile d'enlever des choses par rapport à en ajouter qu'en fait, et c'est un combat avec mon designer, ça, tout le temps. En fait, il faut designer minimal. Le produit, le scope doit être minimal. Les quotes, ils les ont utilisées alors qu'elles étaient pourries. Il n'y avait même pas de signature électronique. Les tableaux, ils étaient horribles. Et ils les ont quand même utilisés parce qu'ils en avaient besoin. Il y avait une vraie demande. Voilà. Et maintenant, 1 an après, oui, forcément, la feature de devis, elle est hyper bonne. Mais à l'époque, elle n'était pas bonne. Mais tu vois, ce qui est la question qui me vient évidemment, toujours sur de la strat produit, et après, je veux bien qu'on bascule sur les autres volets, c'est... tu parles de dizaines de produits. Donc, vous avez un produit qui est en fait un multiproduit. C'est extrêmement dur à exécuter dans le sens où, en fait, quand tu fais du multiproduit, d'une part, tu accumules beaucoup de dettes produits et techniques. Tu as des défauts de stabilité à l'échelle du produit parce que ça peut péter de partout, concrètement. Donc, il faut être extrêmement rigoureux et bien organiser tout ça. Et surtout, stratégiquement, en fait, tu te positionnes face à plein de monde.
Comment tu fais, toi, pour, à cette vitesse, parce que vous avancez très vite, te dire, là, on fait les bons choix, en fait, oui, cette fonctionnalité-là, il nous la faut, parce que ça suit cette stratégie ou cette vision. Comment tu fais pour être aussi clair Alors, avec l'équipe? Nous, concrètement, au niveau du COMEX, on se réunit tous les 3 mois. Ouais. Et c'est là qu'on revoit un peu les grandes les grandes prios stratégiques de la boîte. Et ensuite, on a une leadership team étendue. Et on s'assure que ce qu'on développe correspond bien au thème. Donc, typiquement, on sait que la prio numéro 1 de la boîte, c'est les cabinets d'expertise comptable. Okay. Ça, tout le monde le sait dans la boîte. Prio numéro 2, c'est les TPE et l'activation, la monétisation des TPE. Prio numéro 3, c'est les PME ETI, et donc ce qu'on développe pour les intégrateurs. Et ça, c'est assumé. Et après, c'est qu'est-ce qui fait que tu débloques un de ces trucs-là, quoi, hein. Après, le vrai enjeu, à notre échelle, c'est de recruter assez de monde, et de talent surtout, pour pouvoir continuer d'exécuter. C'est pour ça que je te disais que le recrutement, c'est un des trucs que je regarde vraiment. Comme je te disais, aujourd'hui, le but, c'est de recruter à peu près une quinzaine de nouveaux devs par mois. Et c'est que des devs assez seniors. On est en full remote, donc de toute façon, on ne peut pas onboarder enfin, pas beaucoup onboarder de juniors. Donc, c'est une quinzaine de devs par mois. Pour 15 devs, c'est-à-dire que tu dois recruter 3 nouveaux PM par mois, 3 designers, la data et tout ce qui va avec, quoi. Donc, et je pense, enfin, dans des outils un peu all-in-one, je pense qu'aujourd'hui, un des modèles, c'est quand même Revolut. Ouais. Moi, je me souviens, tu vois, il y a 3 ans, j'avais eu N26 et Revolut. Franchement, c'était le même produit, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu ouvres Revolut, tu as 100 fois plus de features que dans N26. De cette boîte, elle est lunaire. Et pour moi, de ce que je sais, c'est en fait, ils lancent tout le temps des nouveaux produits. Il y en a qui marchent trop bien. Il y en a qui marchent pas. Soit ils les killent, soit... mais à la fin, ce qui fait ton succès, et nous, c'était, je pense qu'on en avait parlé peut-être sur l'ancien podcast, mais Booking, il te disait exactement ça. Hein. Booking, il te disait, notre succès, c'est A/B tester, ce qui fait que ça augmente la conversion. Il te disait 9 fois sur 10, on a faux. Ouais. Et donc, à la fin, ce qui fait ton succès, c'est que tu dois lancer assez de tests pour que le volume des 10% soit significatif. Donc, Booking, ils avaient à l'époque 1500 A/B tests qui renaient en parallèle. Donc, nous, c'est un peu ça. Hein. Il faut lancer un max, et puis tu vois ce qu'il prend. Je te donne un exemple. Il y a un truc qui, moi, me paraissait pas si important que ça, c'est d'aider les experts comptables à générer leur lettre de mission. Qui n'est pas une feature si complexe que ça. Hein. Mais vendredi dernier, j'ai fait un post sur LinkedIn où j'ai dit trop bien, cher expert comptable, on a ces 3 nouveaux trucs de l'IA générative, je sais pas quoi. Je sais plus ce que c'était le deuxième, et le troisième, c'était lettre de mission. Et j'ai genre, je sais pas... 60 experts comptables qui m'ont écrit « Je veux faire la bêta de la lettre de mission ». Et quasiment rien pour les 2 autres, quoi. Bah là, c'est un signal fort. Et c'est pas une feature de ouf, mais juste le... Et ça, on est quand même assez loin de nos bases, tu vois. Bien sûr, ouais. La lettre de mission, c'est pas l'outil comptable, c'est ce qu'on appelle la gestion interne dans les cabinets. Et comme l'expert comptable est prio pour toi, de toute façon, tu vas le prioriser. C'est ça. Et je voulais te parler, parce que il y a plusieurs niveaux, tu as dit, de priorisation pour vous. Donc, tu m'as dit d'abord les experts comptables, tu m'as dit ensuite les entreprises. Est-ce que tu utilises des choses, toi, avec ton équipe, à nous, quand je dis toi, c'est avec ton équipe au global, je sais que c'est une décision de Comex. Mentalement, vous avez quelque chose pour prioriser, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'intuition et de signaux, comme tu dis, comme tu enchaînes les réunions, tu as plein de signaux, ou est-ce qu'il y a vraiment une règle et c'est documenté, il y a une façon de prioriser chez Penny Lane vos prochaines fonctionnalités? Enfin, de toute façon, avec ce volume, ça peut pas être si quantitatif que ça. Enfin, faut quand même que ça suive une logique business. Après, on a plutôt ce framework des OKR, etc. Ouais. Mais à la fin, ça se résume quand même il faut faire des choix. Ouais. Les priorités, elles sont claires, elles sont assumées. C'est de la discussion alors, ça. C'est de la discussion. C'est pas un framework genre Rise que tu connais très bien ou autre, c'est de la discussion. Après, les équipes produits à leur niveau, elles vont appliquer des frameworks comme ça. Ouais. Mais au niveau boîte, c'est plus des trucs bêtes et méchants comme ça, les experts comptables, c'est nos partenaires principaux, donc on va toujours prioriser les trucs pour eux.